Je vous retrouve dans quelques instants sur Arte Belgique pour un nouveau numéro de 50 degrés Nord. Toute l'actualité culturelle en Belgique avec bien sûr des invités et des journalistes. À tout à l'heure. Bonne soirée avec Arte. Bienvenue au musée de la photographie de Charleroi qui nous accueille dans sa nouvelle aile toute la semaine. Ce soir, dans 50 degrés Nord, Anne Lévy-Morel nous présente son dernier film, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Et puis, Assis debout, c'est le titre de la première bande dessinée de Vincent Derave et Stéphane Clotès. Je les rejoins juste après le générique. Bonsoir et bienvenue au musée de la photographie de Charleroi pour ce nouveau numéro de 50 degrés Nord, réservé à un accueil terriblement chaleureux à Joël Scorils. Merci, bonsoir. À Jérôme Collat. Bonsoir. Et à Dominique Cominoto. Bonsoir. On parlera de cinéma, d'un magazine théâtre. Nous parlerons également de la fête de la musique. Mais on commence avec un documentaire. Et notre première invitée, Anne Lévy-Morel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous venez nous présenter un film qui sort aujourd'hui, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut, qui est en effet un portrait de ce personnage emblématique, non seulement de Bruxelles, mais de la Belgique, peut-être le plus connu, c'est peut-être un des monuments les plus visités de notre pays. Mais à travers ça, vous essayez quoi de capter ce qu'est la belgitude? Ou la bruxellitude, peut-être, plus particulièrement. La bruxellatitude. Ah, voilà, la bruxellatitude. Bruxellatitude. Je préfère ce mot-là. Ouais. Mais pourquoi faire un film sur Mannequin Peace? Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi? Alors, parce que c'est un très bon personnage de film, étant donné qu'on croit qu'on le connaît, et en fait, on ne le connaît pas du tout. Racontez-moi son histoire. Oui, mais il faut le voir le film. Mais il fallait voir le film. Ouais. Ouais. Cela dit, est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que vous avez pris ce personnage pour raconter à la fois son histoire, mais peut-être surtout autre chose? Je ne sais pas si c'est un prétexte, mais en tout cas, je l'ai rencontré en cours de route, et je l'ai trouvé intéressant, alors que j'étais pas partie pour Je pense ça. que c'est assez clair. Vous posez à beaucoup de monde la question de savoir ce que c'est que d'être fier d'être bruxellois et si c'est possible d'être fier d'être bruxellois. Je pense que c'est vraiment le fil conducteur de votre narration, puisqu'il y a une narration quand même. Merci beaucoup. Ben voilà. Ben voilà, vous avez fait une excellente interview à propos de ce film. Être fier d'être bruxellois, parce qu'il y a quand même un prétexte autour de ça. Enfin, je veux dire, on parle de Bruxelles, mais derrière Bruxelles, il y a aussi un peu la Belgique quand même. Et ce film maintenant, à un moment où on sait que Bruxelles est quand même un enjeu entre deux communautés, est-ce que c'est lié, cette envie de travailler sur Bruxelles maintenant ou Je pas? ne l'ai pas fait exprès, c'est-à-dire ça ne se posait pas comme ça. Au moment où j'ai commencé, je m'intéressais au fait que la grande place de Bruxelles a été bombardée en 1695, il y a prescription par les troupes de Louis XIV, et au fait qu'on a reconstruit cette place en 2 ans, alors qu'on se disputait, qu'on n'avait pas ni les moteurs, ni l'essence, ni l'électricité. On a reconstruit cette place comme vous la connaissez tous, en 2 ans, qu'elle est magnifique, qu'elle a l'air harmonieuse et qu'elle l'est, mais qu'en fait, elle est extrêmement composite et diversifiée. Un côté n'a rien à voir avec qu'elle l'autre. incarne finalement un peu. Et qu'elle réalité incarne belge. une harmonie complètement mystérieuse. Mais alors, je ne pensais pas du tout à... Bon, l'actualité me concerne comme citoyenne, mais je ne... Ouais, Qu'est-ce que vous racontez en fait? Je parle de la bruxellatitude, donc du fait de l'art d'être un carrefour soi-même, d'être traversé par plusieurs langues, plusieurs cultures. On a, à travers l'histoire, je pense que l'histoire, même si on n'en est pas conscient, elle laisse des marques sur nous, parce qu'on marche dans des rues, que ces rues comportent des bâtiments qui, à Bruxelles, souvent ne vont pas les uns avec les autres. Et que voilà, on est fait de paradoxes, que Mannequin Peace est à la fois grand et petit. Il est grand, il est même assez prétentieux. Quand on regarde ce qu'il fait, c'est quand même relativement agressif. Et en même temps, c'est un enfant, il est petit, et ces contradictions apparentes. Voilà, j'avais envie de faire le tour de ça. L'enfant qui pleut, c'est le titre de ce film Mannequin Peace. On regarde un extrait et on en reparle encore après. C'était au mois de mars, il faisait un temps de chien. On monte sur le petit monument. Et puis, un de nous met son pouce sur le zizi de Mannequin Peace pour arrêter son jet, pour l'habiller.
on entend à ce moment-là des fenêtres qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? Donc ils étaient réveillés parce que le jet de Mannequin Peace s'arrêtait et ils pensaient qu'on était en train de le voler. Endosser la peau ou le costume ou le chapeau de quelqu'un d'autre pour se jouer la comédie à soi-même. Les Bruxellois ont besoin de ça. Et tout ça fait quand même un style harmonieux à défaut d'être homogène. Le Bruxellois a connu tellement de régimes d'occupation étrangère. Et il a ainsi appris l'opacité. Le film sort aujourd'hui, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Un mot sur le titre d'ailleurs, l'enfant qui pleut. Qui a trouvé ce titre? C'est vous, sans doute? Victor Hugo. Pourquoi ce titre-là? C'est un titre assez étrange. d'ailleurs. Victor Hugo. Ouais. Oui. Et quoi, il a décrit Mannequin Peace comme ça? Ou Il a décrit un enfant il a décrit Mannequin Peace comme ça. Quand Victor Hugo était en exil à Bruxelles, je crois que c'est dans une lettre à Juliette Drouet, il dit « Je passe devant Mannequin Peace, l'enfant qui pleut ». Et vous en faites le fils de la pluie de Mannequin Peace dans le film. Parce que, outre tous les témoignages qui viennent émailler la construction de ce film, je trouve que vous prenez un drôle de risque. Vous êtes la voix off, la narratrice, et vous parlez à la pluie, et vous dites « Madame la pluie ». Je trouve ça très très étonnant. Pourquoi vous avez décidé de vous adresser à la pluie? Mais parce qu'elle est là, tout le temps, enfin très souvent. Et elle détermine l'identité des habitants de Bruxelles? Vous savez, quand même, à Bruxelles, quand on se rencontre entre Bruxellois, même si on n'a rien à se dire, on peut toujours se plaindre du temps qu'il fait. Et donc, ça nous donne... Il n'y a pas qu'à Bruxelles, ça. Il n'y a pas qu'à Bruxelles. Mais c'est un documentaire poétique ou c'est un documentaire informatif? Alors, on apprend des choses. Et il y a des associations inhabituelles qui sont faites. Donc si vous voulez dire que c'est poétique, je l'accepte. Vous avez fait ce film à la fois, évidemment, pour ceux qui vont le voir ici, à Bruxelles, en Belgique. Est-ce que vous l'avez fait aussi pour ceux qui n'habitent pas la Belgique, qui se demandent aussi finalement, parce qu'ils ont visité Bruxelles en quelques heures, ils ont vu le Mannequin Peace, la Grand Place, et puis ils ont été peut-être ailleurs, ce qui arrive souvent quand on fait des grands tours d'Europe, et on garde quoi de la Belgique et de Bruxelles? Cette petite fontaine, une Grand Place, mais on ne sait rien d'autre finalement. C'est à eux que vous vous adressez aussi? Mais ce qui est curieux, c'est que jusqu'à présent, les gens qui sont des Bruxellois qui voient le film me disent « Tiens, mais nous, ça nous intéresse, mais qu'est-ce que ça va dire aux autres ?» Et ceux qui ne sont pas Bruxellois me disent « Oui, enfin, nous, on apprend plein de choses, mais les Bruxellois, qu'est-ce que ça va leur dire ?» Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui dit beaucoup sur la Belgique dans le Mannequin Peace. Et j'étais avec Florent Pagny dans l'émission Web Taxi. On passe près du Mannequin Peace et je lui dis « Regardez, Mannequin Peace est là. » Et il me dit « Oh, il n'y a même pas un bon gros spot, on le voit pas bien, il n'y a pas de lumière qui le montre le soir, etc. » Et en fait, voilà, je trouve que c'est ça la Belgique. C'est qu'il y a ce bâtiment, ce monument qui est le plus visité de Belgique, mais il n'y a pas des gros spots sur lui. On n'insiste pas, on n'est pas là pour dire « Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est grand ». Il n'y a juste rien. Et moi, je trouve que la Belgique, c'est ça. C'est avoir des choses magnifiques et ne pas les mettre en valeur, non pas parce qu'on ne sait pas les mettre en valeur. Mais je trouve ça beau, moi. Mais il y a aussi ce rapport, on en parle beaucoup, amour et haine. Une des premières phrases du film, c'est vous parlez de Bruxelles et vous dites c'est quand même une ville très moche. Et on se dit en même temps, vous la filmez bien, et des très très beaux plans de la ville, de la Grand Place, mais d'autres endroits aussi. Est-ce qu'il y a ce rapport amour-haine en vous aussi? Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas moi qui dis ça, mais quelqu'un m'a dit cette phrase et là, en l'entendant, je me suis dit, oh, ça sera dans le film et ça sera très vite au début. Ouais. Et j'ai mis cette phrase sur un plan qui est en effet un plan de beauté. C'est les fleurs de la Grand Place vues d'en haut, comme un jardin japonais, comme ça. Et vers la fin du film, je termine en disant bien sûr que c'est la plus belle ville du monde et en montrant quelque chose de très laid. Et ce rapport de laideur, de beauté, moi j'aime bien que la ville ne soit pas un musée. J'aime bien que notre ville ne soit pas derrière une vitre en plexiglas qu'on ne peut pas toucher. C'est plutôt
Elle est plutôt comme la malle au grenier, où Ouais. on peut aller chercher des trésors et avoir un truc très beau à côté d'un truc très laid. Et du coup, on est responsable d'aller chercher nous-mêmes la beauté. Et Ouais. c'est ça que moi je retiens dans cette phrase de la femme qui m'a dit ça. C'est une ville très moche, avec des splendeurs dedans. On reste à Bruxelles dans le film, puisque c'est un film qui se passe à Bruxelles de A à Z. Vous parlez de cette ville d'avant la Belgique. On peut imaginer qu'il y aura encore Bruxelles après la Belgique, hein, si la Belgique ne continue pas son aventure. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment une ville à part? Qu'il y a Bruxelles et puis qu'il y a tout le reste de la Belgique à côté, Flandre et Wallonie, mais que Bruxelles est vraiment une entité, quelque chose qui est à part en Belgique? Je ne sais pas si c'est à part, mais c'est la seule ville de Belgique où il y a 6 ou 7, je ne sais plus, parlements. C'est la ville où il y a le plus de nationalités différentes. Capitale, quoi. Oui, mais Une non, c'est capitale. l'une des villes du monde où il y a le plus de diplomates étrangers en poste. Donc c'est la multiculturalité. C'est vrai que. Mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. C'est Et comme pourtant- ça depuis très longtemps. Ouais. C'est comme ça depuis très longtemps. Voilà, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut, Anne Lévy-Morel. Le film est visible à partir d'aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. On va parler encore de cinéma avec un autre film qui sort aujourd'hui. C'est un film américain indépendant qui s'appelle Grace is Gone. Il est tout à fait indépendant, ce film. D'ailleurs, les moyens sont réduits et peut-être que le film en pâtit un petit peu. Mais il en vaut quand même sérieusement la peine. Ça s'appelle en effet Grace is Gone. C'est signé James E. Strauss, qui est un scénariste. C'est son premier long métrage en tant que réalisateur. De quoi est-ce qu'il est question? Avant de vous dévoiler l'intrigue, j'aimerais bien vous rappeler qu'il y a pas mal de films qui sont sortis sur la guerre en Irak et sur les séquelles directes qu'elle provoque dans le psychisme des malheureux soldats qui tentent d'en revenir, effectivement. Avec des vraies prises de position. Ah, tout à fait. Et on a plein d'exemples récents. Il y a eu dans la vallée d'Ela, il y avait eu quoi d'autre? Enfin, je sais plus, mais il y en a tout un paquet, notamment un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Stop Loss. Donc, ça n'arrête pas. Alors ici, ce n'est pas le même genre de point de vue qui est proposé. Grace is Gone, c'est un drame beaucoup plus intime, même s'il est lié à la guerre d'Irak. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a un papa qui mène une existence tout à fait banale en banlieue avec ses 2 filles. La maman n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle est justement soldate en Irak. Donc elle mène sa guerre là-bas. Il arrive évidemment ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'un jour on sonne à la porte du pavillon de banlieue dans lequel vit ce papa et avec ses 2 filles. Et ce sont 2 vieux officiers à la retraite en uniforme qui viennent annoncer à monsieur Phillips que sa femme est décédée en Irak. Alors le principe du film, ça va être de partir. Parce que ce monsieur-là, il parvient pas à dire immédiatement à ses 2 filles que leur maman est décédée là-bas. Donc il part, il prend la voiture avec les 2 enfants, il les emmène dans un parc d'attractions en Floride, road movie évidemment, pour parvenir au terme de cette espèce de voyage à lâcher cette nouvelle épouvantable. On pourrait peut-être découvrir des images. On a quelques images de la bande-annonce avec l'excellent comédien John Cusack. Charles called last night right before he shipped out. He wanted to know if we could have phone sex. That would be the last thing on a woman's mind if she was the one going to war. Oh, I wouldn't say that. Why don't we ask Stanley? His wife did. Grace and I had a very nice time. And what did you do? Watched Leno. Heidi, what are you doing? Just working on my report. What's your report about? Mom. Whose idea was that? Mrs. Shimmelorn's. Because she thought it would help. With what? What do you need help with? You know what people get when Mom goes away? No, how do they get? Like serious. Heidi, Dawn, did you miss that bus? May we come inside, sir? Mr. Phillips, I regret to inform you that Sergeant Grace Ann Phillips was killed on March 12th. Where are we going? Is there any place you'd like to go? Enchanted Gardens. What if we did, right now, went to Enchanted Gardens? Oh my gosh, oh my gosh! You can miss a few days of school. Well, you gotta get some fun out of life. Let's do it! Hi there. We're not home, so please leave a message. Grace, I'm such a mess. I don't know how to talk to these girls. So, you gotta tell me what to do. Will you do me a favor? If you can't sleep, will you wake me up?
so I can talk to you. Really? You'd do that? Yes, I would do that. Yes. Le film sort aujourd'hui, Grace is Gone, avec l'excellent John Cusack. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'histoire du cinéma américain, on se dit que c'est vrai que les Américains ont fait des films sur le Vietnam et sur le retour, Coming Back Home, le retour de la guerre du Vietnam. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui, où on parle presque, voilà, la guerre est toujours en cours, et on parle déjà, il y a beaucoup de films déjà qui parlent. Ça nous fait penser à la Mosgitaï de la semaine dernière, où effectivement le réalisateur israélien était sur la balle par rapport à un événement, le retrait des colons de Gaza, qui datait de 2 ou 3 ans auparavant à peine. Et ici, c'est vrai que depuis Fahrenheit 9/11 de Michael Moore en 2003, on a été très très près de l'actualité de la guerre en Irak. Alors, il est assez probable que, contrairement au Vietnam, ce soit dû au fait que les journalistes soient confrontés à un vrai barrage médiatique dû au bon soin de M. Bush, qui fait, quand même, de la rétention d'informations. Alors qu'à l'époque du Vietnam, manifestement, les journalistes, j'y étais pas vraiment, mais manifestement, les journalistes avaient l'occasion de diffuser jour après jour des images réalistes de ce qui se passait sur place. Oui, et peut-être que le contraste entre l'un et l'autre... Je suis pas sûr, mais en tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que c'est, vous l'avez dit, avec l'administration Bush, ce qui se passe, ce qu'on reçoit de la guerre d'Irak, c'est uniquement la présence américaine et l'invasion américaine. Oui. Et donc, moi, je crois que tous ces films indépendants qui réagissent contre, c'est vraiment une force d'opposition aujourd'hui. Moi, je crois justement que le cinéma indépendant réagit de manière violente et est sur la balle, parce que le cinéma des studios est plutôt du côté du pouvoir. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire. Je pense qu'à l'époque du Vietnam, les studios existaient, mais je pense qu'ils n'étaient pas à l'ordre du pouvoir. Aujourd'hui, les studios étant à l'ordre du pouvoir, le cinéma indépendant a une balance à faire, et donc il faut faire le poids, et donc je pense qu'ils sont sur la balle. Je pense, d'une part ça, mais il y avait aussi une urgence différente. Je pense qu'à l'époque du Vietnam, comme je viens de le dire, il y avait des images régulières de ce qui se passait sur place. On se le prenait en pleine face tous les jours. Aujourd'hui, qui sait vraiment ce qui se passe en Irak? C'est pour ça qu'on fait des films, c'est pour ça qu'il faut en faire des fictions. À l'époque du Vietnam, un des seuls films qui a été fait pendant la guerre du Vietnam, c'était un film pro-américain de John Wayne, je pense Les Bérets Verts. Et c'est vrai que les films anti-Vietnam sont venus beaucoup plus tard. La guerre, voilà. C'est incroyable parce que d'après les chiffres, on annonce entre 100 000 et 700 000 morts du côté irakien. Et effectivement, c'est des chiffres qu'on ne peut à peine imaginer ici. Je voudrais juste revenir sur le fait que ce film n'est pas politique, par contre. Même si, clairement, John Cusack est engagé par rapport à ce genre de sujet d'une manière très précise, il est question surtout... suscite la discussion. Il suscite la discussion, mais il est surtout question de l'appropriation du chagrin et du fait de pouvoir l'assumer par rapport à ses enfants. C'est principalement de ça qu'il est question. Là, on parle d'un cinéma indépendant, c'est vrai, c'est vrai que le cinéma, ça se fait avec de l'argent. Quand vous avez fait votre film, là, on n'est plus dans la guerre en Irak, on est de nouveau dans Mannequin Peace. Est-ce que vous avez eu du mal à financer ce film, et est-ce qu'on vous a demandé d'aller dans un sens plutôt que dans un autre? Parce que c'est un film, c'est pas un film politique, mais c'est un film qui parle quand même de certaines choses qui touchent à la politique. Est-ce qu'on vous a demandé certaines choses? Est-ce que vous avez eu toute liberté de faire votre film? En Belgique, le cinéma est dans un état tel que l'opposition indépendant studio ne se pose pas. Bien sûr. Nous, on est de toute façon à un stade artisanal. Mais quand on reçoit de l'argent, est-ce qu'à un moment donné, Non, j'ai pas ressenti... Il y a un cahier des charges? Non, j'ai pas ressenti de cahier des charges. Et vous pourriez un jour réaliser un film documentaire prenant autant position que tous les films dont on a parlé maintenant? Mais personnellement, c'est vraiment, c'est pas une recommandation que je fais pour d'autres cinéastes. Moi personnellement, j'essaie de travailler à ne pas me trouver dans le jugement. Donc faire un film engagé, l'engagement il est dans me documenter, passer du temps, essayer des témoignages, de connaître, de rencontrer les gens. Ça suscite la discussion comme ici sur ce plateau. On va passer, si vous le voulez bien, à la photographie du jour. Nous sommes donc au musée de la photographie de Charleroi, je vous le rappelle, jusqu'à la fin de la semaine, et chaque jour nous vous proposons non pas la photo d'un photographe, mais la photo d'une collection, celle du musée. Je vous propose cette photo-ci ce
soir. Une photo engagée justement, une photo qui est prise en 1979 à Louvain-la-Neuve. Elle est signée Jean-Marc Botson. C'est marrant parce que c'est un slogan qui date. Hein. On a l'impression qu'en 79, J'ai tant on a déjà appris à l'école oublié que je ne sais plus quoi dire. à dire ce genre de choses. Ouais, C'est presque plus que le slogan qui est important que la photo, non? Oui, et en même temps, c'est un style de photographie qui est utilisé par un certain nombre de photographes. C'est toujours assez fort d'utiliser un slogan à côté d'une scène où manifestement c'est des petits enfants qui semblent rentrer de l'école. Donc le jeu est très amusant. Voilà donc cette photo qui fait partie de la superbe collection du musée qui nous accueille jusqu'à la fin de la semaine, le musée de la photographie de Charleroi, où nous allons maintenant accueillir nos invités suivants, Stéphane Plotès et Vincent Derave. On parle de bande dessinée, on les accueille. Bonsoir Stéphane, bonsoir, je vous en prie. Vincent Derave, scénariste, romancier aussi, c'est votre première bande dessinée, je pense. C'est ma première bande dessinée. Et c'est votre dessinée. première bande dessinée aussi. Stéphane, vous êtes le dessinateur de ce Assis debout. Je voudrais qu'on rentre directement par l'image dans cet album qui est né vraiment de votre rencontre. On va voir quelques planches extraites de ce livre. Un livre qui parle d'alcool, qui parle de drogue, qui parle d'une société où les gens ont peur, qui parle de l'armée, qui se pose un certain nombre de questions. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, en effet, de résister? Pourquoi se bat-on? Comment est née cette bande dessinée qui ressemble quand même vachement à un journal? Elle est née d'une rencontre, d'abord. Moi, je travaille pour la FGTB où je donne des séances d'information aux chômeurs qui sont contrôlés par l'ONEM pour le moment. J'en ai parlé dans un livre précédent illustré par Stéphane. Et Stéphane est un de nos affiliés. Et tout simplement, on s'est rencontrés. Là, il venait demander des renseignements sur le statut d'artiste. Et puis après 10 minutes, on parlait de Munoz et Sampaio. Projet, en fait. Voilà. Mais sur le fond, son contenu, tous les thèmes qu'Éric évoquait. Parce qu'on a parlé de documentaire avec Est-ce qu'il y a une part autobiographique? Il y a une partie documentaire. Il y a une partie autobiographique, oui. Mais j'ai aussi appris, en ayant déjà écrit et publié des choses en jeu, qu'il fallait aussi pouvoir un peu se protéger et protéger les siens. Donc, il y a évidemment des choses autobiographiques, il y a aussi des choses fictionnelles. On ne vous demandera pas lesquelles ne le sont Alors, c'est marrant, parce que c'est vraiment un bouquin de syndicaliste, quoi. Parce qu'effectivement, à la limite, je pense que quand on le feuillette, on a déjà l'impression de feuilleter un bon vieux magazine, vous savez, avec ce papier. On a l'impression que ça pourrait être limite communiste, complètement résistant, un vrai livre de syndicaliste, non? Je ne sais pas quoi répondre. J'ai pas le sentiment, ça parle aussi simplement de la vie. Et de Oui, l'évolution. moi, je suis bien d'accord avec vous. Non, mais la résistance, c'est quand même. Non, mais Jérôme, moi, je trouve pas que ce soit un bouquin de ça. Mais oui, mais alors, on est dans une société où on résiste. Ce bouquin, dans votre bouquin, il est noir. Je veux dire, il y a toute une partie du roman qui est vraiment noire. Et je me suis dit, quel but il recherche? Mais je me dis, à un moment donné, c'est une photographie d'une société extrêmement cruelle, avec quand même dedans des petites fenêtres qui s'ouvrent sur l'espoir. Voilà comment moi j'ai ressenti les choses. Et une narration qui est très importante, il faut le dire, je trouve, parce qu'il y a pas mal de textes. Hein. C'est pas une BD avec des phylactères. Il y a beaucoup de textes. Et le texte, il est vraiment beau, quoi. Il est poignant, franchement. Et on est happé, je trouve, dans la violence de ce que vit le héros, parce qu'il y a quand même un héros au début de l'histoire, c'est-à-dire la déglingue la plus totale. Mais il y a une rédemption. Donc finalement, c'est un message que vous portez quand même. Ce que j'espère, c'est quand le lecteur le termine, qu'il n'a pas envie d'aller se flinguer. Ça, c'est clair que... on l'a tous lu, on est toujours là. On aille vers des choses qui respirent, vers de l'espoir, vers se dire que peut-être, effectivement, ça sert encore à quelque chose de résister, que peut-être on peut aller vers du plus... Et la notion d'être aimable et de se rendre compte que les autres aussi sont aimables. Ça, c'est très important. Et on revient... Et puis la recherche d'un équilibre aussi, je pense. Ça, on le ressent très fort sur la fin. Quand il est accompagné, je crois que justement, son équilibre est là. Je voudrais qu'on parle justement du titre « Assis debout ». « Assis debout », c'est pas un titre pris au hasard, c'est pas juste une image. Ce sont des revendications d'ouvriers qui voulaient avoir des sièges et qui se sont retrouvés avec... Racontez un peu l'histoire. Oui, ça c'est du vécu. Donc avant de travailler comme syndicaliste, j'étais emballeur de palettes dans une usine. Et donc j'ai fait ça pendant 11 années. Et avec le temps, je suis devenu délégué syndical. Voilà comment les choses se sont enchaînées. Et effectivement, on n'avait pas de siège pour s'asseoir. Et donc on a syndiqué, milité pour obtenir des sièges. Et en fait, ces sièges qu'on nous a offerts, mis à notre disposition, ce n'étaient pas des sièges, c'était des instruments
de torture. Comme Vous je venez le de dis. révéler vous-même un des éléments. Effectivement, c'est les trucs sur lesquels on est assis debout. Assis debout, ouais, voilà. c'est Je voudrais ça. qu'on parle aussi des styles, parce que j'ai l'impression que d'un chapitre à l'autre, et vous avez feuilleté la BD, vous pouvez le dire aussi, c'est vrai que on passe d'un style graphique à un autre. C'est parfois du crayon blanc sur fond noir, c'est parfois, je dirais, un style plus classique. Hein. On retrouve parfois du Tardi, ce genre de choses. Pourquoi être passé comme ça d'un style à l'autre? Est-ce que la narration, le type d'histoire que vous voulez raconter dans chaque chapitre a influencé le graphisme? Il y a 2 raisons, oui. La première, c'est que, de manière plus pratique, moi je recevais les chapitres, donc un après l'autre. Après, il a fallu refaire toute une relecture pour quand même, parce que je continue à travailler, voir s'il y avait une cohérence entre le tout. Et en même temps, je reste persuadé que les gens s'interrogent assez bien sur cette diversité de graphisme, mais en même temps, il y a une forme, pour moi, à mes yeux, hein, j'entends, une forme de linéarité, Enfin, pour moi, ça reste cohérent. Quoi. Bah, Voilà. oui, on sent que ça veut dire c'est cohérent avec le personnage. Mais il y a déjà eu des critiques. Et il y a des photos que vous intégrez à votre dessin. Oui, Pourquoi exact. vous faites ça? Pour donner une petite part de réel. Documentaire. Sortir un petit... Ouais, voilà, c'est ça. Et ça ramène. Le petit montage que tu as ouais. fait là avec. Il y a une partie qui se passe en France, à Paris, et c'était juste pendant les élections. Et alors, il y a les affiches électorales avec Le Pen et Sarkozy. Et je crois que le slogan de l'UMP, c'était Ensemble, tout est possible. Donc Stéphane a repris les deux et les a mis ensemble sous ce même slogan. Ça dit des choses, Ouais, évidemment. c'est un rapprochement significatif. J'ai posé une question à la Jérôme Collin. Contre quoi il faut résister aujourd'hui? Ou pourquoi? Copyright, mon cher. Oui, je vous verserai les droits après. Jérôme Collin pose souvent des questions difficiles. Non, enfin, moi je ne vais pas m'étendre sur le côté militant, politique du bouquin. Moi je vois ça, ce qui m'a intéressé chez lui, c'était de voir que l'humain continue toujours à se battre, on a toujours des doutes, Le personnage part de ça, de quelqu'un qui n'est plus construit ou qui est cassé. Et je crois que ça, c'est ça le combat. Il faut parfois se battre envers soi-même. Il faut résister pour résister, parce que moi j'ai l'impression qu'on est dans une société où peut-être certaines générations n'ont plus envie de résister, qu'il y a un certain confort. C'est un travail de lire plutôt que de regarder la télé. C'est un travail de... Sauf notre émission, bien sûr. Oui, bien entendu. C'est un travail de ne pas avaler la soupe qu'on nous sert et de toujours remettre les choses en question, toujours s'interroger, discuter, débattre. Mais la question, elle est simple, c'est pourquoi vous êtes dans ce corps de résistants à avoir le travail que vous avez, de syndicaliste, d'aider les gens, d'écrire sur le sujet. Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour avoir construit cette personnalité-là? J'ai eu une enfance et adolescente, une enfance et une adolescence un peu hors du commun. Mes parents avaient, après mai 68, abandonné Bruxelles et leurs études, etc., pour faire la ferme en bio, chose qu'ils font toujours 40, presque 40 ans après, oui. Et puis ensuite, je ne sais pas, c'est la chance des lectures, d'avoir rencontré certains professeurs, d'avoir été aussi un peu cabossé par la vie, d'avoir rencontré des gens qui vivent des choses difficiles, qui sont dans la merde. Et puis petit à petit, peut-être comme le héros, le non-héros du bouquin, d'arrêter d'essayer de comprendre comment moi je marche et d'aller un peu vers les autres. Ouais. Assis debout, Stéphane et Vincent, est-ce que Mannequin Peace et le bruxellois en général sont des résistants? Certainement. C'est ce que vous racontez un peu dans votre film. J'aime beaucoup ce titre, Assis debout, dire une chose et son contraire. Je pense qu'il y en a un qui pisse debout, puis d'autres qui sont assis debout. Tout est dans le tout dans cette émission. Bravo en tout cas, c'est aux éditions des Ronds dans l'Ombre, qui est une petite maison d'édition engagée. Il faut souligner le travail qu'elle fait également. Et puis il y a une séance de dédicace qui aura lieu le dimanche 29 juin prochain. C'est dans une dizaine de jours, de 15 à 18 heures. Et ce sera à la librairie Galerie Brezel. Il y aura d'autres gens d'ailleurs. Il y aura Vincent Perriot, Arnaud Bureau, Alexandre Franck qui seront à vos côtés lors de cette séance de dédicace. On va parler d'un événement qui a lieu là maintenant tout de suite ces jours-ci. C'est la fête de la musique. Est-ce que vous avez de bons plans? Alors j'ai des bons plans, c'est qu'il faut aller voir le site internet tellement il y a, tellement il y a des c'était donc les bons plans de Jérôme Collin. Eh bien, de rien. Donc fête-de-la-musique.be. De rien.
Super. Non, en fait, c'était marrant parce que dans le bouquin de ces messieurs, il y a de la musique partout. Dans chaque pièce, il y a un poster avec soit Bob Marley, soit d'autres. Le film Grace is Gone, tout à l'heure, on n'a pas parlé de la musique, mais c'est Clint Eastwood qui signe la bande originale. Et effectivement, là, les grandes fêtes de la musique commencent. La fête de la musique, c'est quoi? Ça a été créé par Jack Lang en 1981, si ma mémoire est bonne. Donc on fête le 27e anniversaire. Depuis, Jack Lang a commencé à Paris. Il exporte beaucoup. Hein. Il exporte. C'était à New York l'an dernier. Et je pense en Israël cette année. En tout cas, il y a la Pologne, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, l'Espagne, etc., etc. La Belgique, bien évidemment. Et la Belgique, tout cela va se passer à Bruxelles. Ça démarre demain. Voilà. Et dans 50 villes wallonnes. En gros, on peut dire que les fêtes vont du 18 au 22. Pour faire large, même si la vraie fête de la musique, c'est le 21. Et en fait, on dit la fête de la musique, mais ça devrait plutôt s'appeler la fête des musiques. Parce que justement, en fête de la musique, vous retrouvez absolument tous les styles avec un point commun très très important, la gratuité. C'est absolument gratuit. Ne payez rien pour voir de la musique le jour de la fête. Mais sur le site internet dont vous nous parlez, le bon plan de Jérôme Collin pour bien vivre la fête de la musique, est-ce qu'on retrouve tout? C'est-à-dire les petites formations dans les granges ou bien que les super candidats qui ont été choisis par le programmateur? Voilà, alors justement, je voulais vous faire les bons plans de la fête de la musique et je vais vous expliquer. La fête de la musique, ça a quand même été une récupération politique évidente, comme toutes les fêtes qui deviennent populaires. Donc effectivement, vous allez avoir des gros événements comme la place des Palais, où vous allez voir des groupes qui passent en radio toute l'année, que vous allez pouvoir voir au Botanique pour 13 €. N'allez pas voir ça, ne perdez pas votre temps à ça, bien évidemment. N'allez pas dans les grandes institutions, allez-y à d'autres moments. Là, vraiment, la fête de la musique, allez dans les boui-boui, allez dans les petits bars, allez dans la rue, c'est l'occasion aussi allez pour à des la amateurs. campagne. Là, le film de Anne-Lévy-Morel se termine avec une chorale. Je suppose qu'il y a plein de chorales, plein de fanfares qui doivent sortir ce jour-là. En fait, voilà, il faut aller voir les petites formations. Et ça existe encore, ça? Ça existe encore. Comment on les trouve? Mais justement, si vous allez sur le site fêtedelamamusique.be, vous avez quand même plein de bons plans. Par exemple, vous allez avoir la fête au bord de l'eau, 3 péniches à Bruxelles sur les quais qui vont accueillir des groupes, des petits groupes. Ça va être, à mon avis, une fête absolument fantastique. Ça, c'est déjà quelque chose à garder en mémoire. Un bon plan. Et puis voilà. Mais travaillez plutôt sur les lieux que sur les groupes. Prenez des groupes que vous ne connaissez pas et allez dans un lieu que vous avez envie de visiter, que par son nom, par la photo du lieu, etc. Mais sortez aussi, par exemple, Liège, cette année, va être une des villes phares des fêtes de la musique, comme d'habitude. Allez à Liège, allez à la campagne, où là, rien n'est annoncé sur le site, bien évidemment. Dans votre village, il y a plein de choses qui ne sont pas officielles. Ah oui, si vous avez envie de jouer du violoncelle dans votre rue, ou de l'accordéon, ou quoi au caisse. Ce qui est très intéressant, c'est la fête de la musique officieuse. L'accordéon dans ma rue. On peut l'annoncer peut-être. Oui, Dominique Communauto jouera de l'accordéon. C'est là où vous allez rencontrer les gens qui sont proches de vous, que vous ne voyez pas pendant l'année, etc. Donc voilà, c'est une vraie grande fête de quartier dans 50 villes, la fête de la musique. Donc n'allez pas sur cette horrible place. J'ai quelques images d'artistes, allez près des petits, mais qui ne sont pas des artistes. Hein. Il y a Hollywood Porn Star, on va voir quelques images de Steve Rubin et des déménageurs. Eux, ils seront peut-être pas Place des Palais, mais enfin, ils seront quand même dans des endroits plus officiels, on va dire. C'est vrai. On regarde ces images. Chez moi dans une cage, il y a un lapin, c'est mon meilleur ami depuis longtemps. Quand je suis contente ou que j'ai du chagrin, je lui raconte où il me comprend. Maman aussi a un petit ami à qui elle raconte ses petits soucis cachés dans son sac. Il est tout petit, il a des boutons et plein de sonneries. Elle prend son téléphone, elle fait le numéro, le met sous son oreille et blablabla. Elle prend son téléphone, elle fait le numéro. Voilà, la jeune fille dansera dans votre rue lors de la fête de la musique. Dans l'ordre, on a bien sûr reconnu les déménageurs. Charles Loos
avec le quatuor Thaïs, et puis Steve Rubin, mais qui était sûrement en coulisses à ce moment-là, et puis les Hollywood Porn Stars, des artistes qu'on verra. Et c'est pour montrer un peu la diversité aussi. Oui, voilà, il y a de tout. Il y a de la Du musique pour les classique, du enfants, jazz, il y a du voilà. classique, il y a du jazz, il y a de la world, il y a de l'électronique, il y a du rock, il y a de la chanson française. Il y a tout. Et il faut justement essayer d'aller visiter les endroits où tout ça va être mélangé. C'est vrai qu'on va pouvoir visiter les grandes maisons qui ouvrent leurs portes le jour des fêtes de la musique. C'est intéressant. Mais vraiment, un Et conseil... puis les fanfares locales, Voilà. les chorales locales. L'accordéon dans la Et rue. Dominique Comminotto dans sa rue avec son petit accordéon. Tiens, puisque je vous passe la parole, Dominique, on va parler de théâtre. Il y a une revue qui sort. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle un numéro 0. Ouais, c'est Carnet C'est-à-dire Rose que- dans 50 degrés Nord ce soir, Voilà. puisqu'on annonce la naissance de Théâtre Magazine. Alors un 0, c'est quoi? C'est d'abord quelque chose C'est une voilà. espèce de maquette, c'est une plaquette, c'est quelque chose qui doit nous donner envie de faire connaissance avec ce magazine qui sera disponible en kiosque à partir du mois de septembre. C'est une initiative d'Antonio Nardone, celui qui a fait Arte News, hein. Donc deuxième magazine culturel qu'il lance en communauté française. C'est pas mal, il n'y en a pas beaucoup d'autres, donc je pense que c'est important d'en parler. Alors c'est Françoise Hosto qui est la rédactrice en chef de ceci, et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce magazine? Un maximum d'informations sur le théâtre avec un objectif principal pour la rédaction, c'est de rendre la chose accessible au plus grand nombre. Donc, On a quelques images. voilà, ils veulent pas du tout que ce de soit ce magazine. On va un petit peu voyager à élitiste. l'intérieur Et il y de a ce surtout théâtre. beaucoup de projets pour la suite. Alors Magazine. dedans aujourd'hui, il y a de l'actualité évidemment sous forme de brèves, il y a quelques articles, c'est souvent des portraits hein, ici jusqu'à présent, soit d'acteurs, soit d'institutions. Il y a une petite rubrique bon plan pour ceux qui veulent devenir comédiens. Il y a évidemment un agenda qui court sur plusieurs semaines et ça continuera évidemment pour la Portrait suite. d'une habilleuse, tiens. Voilà, et puis Ouais, il y a costumière, les habilleuse. petits métiers, mais bon, c'est pas du tout péjoratif. Ceux qui se trouvent derrière les coulisses, eh bien, le magazine essaye de lever le voile et de les mettre en lumière. Ça va être un mensuel? Ça va être un mensuel. Et moi, Alors je crois... la mensuelle, tiens, tout de suite ça me fait réagir cette idée-là. bien, réagissez, Je Joël. réagis. Parce que dans un mensuel, comment on fait pour être sur la balle Eh bien, je vais par vous rapport au répondre. spectacle Mais oui. Donc, je vais vous répondre. D'abord, au niveau de l'agenda, hein, c'est Mais là. oui, puisque voilà. souvent une pièce de Eh bien, théâtre, elle est à l'affiche pendant ils ne 2 vont ou pas 3 traiter semaines. l'agenda sur un mode mensuel, mais ils vont travailler sur 2 voire 3 mois. Ouais, comme ici, par dans exemple, chaque ça numéro. commence en mai. Et de cette manière-là, ils pourront traiter. Pas de critique alors. Ah, mais peut-être bien que si, parce qu'en fait, il y a des spectacles qu'ils auront déjà vus, il y a parfois des reprises, des choses comme ça. Donc, dès qu'ils auront l'occasion de voir un spectacle, il y aura un commentaire, il y aura une critique sur le spectacle, et puis quand ils l'ont pas vu à la rédaction, ils vont évidemment pas le Moi, je trouve que c'est critiquer. une excellente idée de faire un magazine sur le théâtre parce que c'est vrai que ça manquait, c'était cruel. Mais c'est vrai Donc, que le une excellente rock idée. C'est a vrai ses que là, cette magazines, petite le maquette, cinéma a ses magazines. cette petite maquette, on reste un peu sur sa fin. Ça va demander à vraiment être étoffé. Pour le moment, ça ressemble un peu à un travail de fin d'année avec 4 rubriques sympas, un autoportrait d'un mec, les petits métiers. C'est vraiment l'idée qu'on a en 5e septembre, ça va être plus étoffé. Bien sûr, Mais ça va l'idée être est très plus bonne, étoffé. quoi. Ben, il y aura plus d'articles. Ils ont des projets aussi de publier des pièces ou des extraits de Ça, pièces, c'est des une textes. super idée, ça. Aujourd'hui, ces gens prennent une initiative. C'est une initiative privée qui ne bénéficie d'aucun soutien public. Donc moi, je dis chapeau. Ils se débrouillent. Ils essayent de compléter le propos de la seule autre revue qui existe en communauté française et qui parle de théâtre. C'est l'initiative qui est prise par la Bellone, je veux dire, et les deux doivent cohabiter. Si ça n'existe pas, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs culturels, on n'a que la presse française pour parler Attention, de notre culture. on n'a que en la presse communauté française et Internet quand même. Je sais bien que tout le monde ne Je se suis pas branche d'accord pas avec sur vous. Internet. Bon, comment ça, vous n'êtes Mais pas non, d'accord? parce Mais qu'Internet, attendez, il est ouvert. permettez-moi simplement de dire que des critiques réactives, immédiates, on en trouve sur Internet. Il y a le site plaisirdoffrir.be c'est où on vrai. trouve pas mal de choses. Il y a aussi une émanation du site comédien.be qui s'appelle Demander le programme, avec des gens qui sont totalement compétents et qui proposent des critiques mais au jour le jour. Donc ne dites pas que Internet ne sert à rien. Je n'ai pas dit il y a plein de qu'Internet choses. je n'ai pas dit qu'Internet ne servait à rien. Et je J'ai dit comprends pas pourquoi il y a pas j'ai dit encore un site web qu'Internet assorti à j'ai dit ceci. qu'Internet représentait un danger potentiel parce qu'il est ouvert par rapport à un document écrit qui est géré par une rédaction de journalistes. Mais il y a des sites internet qui sont gérés par des journalistes, évidemment, Dominique, c'est il y a pas des vrai. journalistes sur Internet, J'ai le il y a droit des d'avoir rédacteurs. mon avis. Oui, bien sûr, mais Ils vont je se comprends frapper pas. pour finir. Voilà. Mais est-ce qu'il est envisageable, comme par exemple pour le magazine Synergie qui traite de cinéma en Belgique et que vous connaissez sûrement, Et qu'on d'avoir un trouve sur complément Internet. D'avoir un Internet? prolongement Internet. Il doit Eh bien, avoir écoutez, une extension pour les chroniques. Il y en a pas voilà, encore. j'ai posé la question. C'est un numéro 0. C'est à l'étude, et là encore une fois, c'est un numéro 0. Je crois ils sont conscients, je veux dire, du côté, c'est fin pour l'instant, du côté fin de la publication.
Ils ont annoncé que le 1, qui sera disponible en septembre, en vente à 5 € dans les kiosques, eh bien, sera vraiment le premier numéro, puisque là, on en est à la maquette. Et donc, attendons de voir. Voilà, mais on se revoit, on en reparlera en septembre, Voilà, quand on le numéro évaluera. 1 de ce magazine, Théâtre Magazine, sortira. Merci Dominique, merci à nos camarades chroniqueurs d'avoir été aussi brillants encore aujourd'hui. Merci également à Stéphane et à Vincent, assis debout. C'est votre première bande dessinée à tous les deux, c'est une réussite, bravo. Merci. On vous invite à plonger dans cet univers. Et puis c'est aujourd'hui que sort également le film d'Anne Lévy-Morel qui est avec nous. Merci Anne. Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Je dois vous signaler que il faut rester d'abord sur Arte Belgique, bien entendu, parce qu'il y a toujours de bons programmes. Mais aujourd'hui, en particulier, à partir de 22h30, vous pourrez voir dans le cadre de l'émission Quai des Belges, à partir de 22h30, un documentaire intitulé Light No Light de Ludovica Riccardi, un documentaire centré sur la pièce Inouï de Pierre Drouler. Ce sera donc dans quelques moments à 22h30 sur Arte Belgique. On va finir cette émission avec Claudine Munot, notre artiste de la semaine, extrait de son album que voilà, qu'elle nous a présenté il y a quelques mois. L'album s'appelle Petite chanson méchante. Voici In My Head, Claudine Munot. Facial hair was entering on by, he made everybody scared. On the back of his head, he had a giant crack, and through it you could see nobody dared to ask if they would go mad, so they just wiped up the blood that fell from his head onto the floor. Something in my head, and I don't like it all, so I chose to cut it out, save my soul, yeah, save my soul. A piece of brain, and inside you couldn't be old. Horror movie like you've never seen before. And the barkeeper said, tell me boy, what's wrong? And he said, well, to make a short story long, somebody took an axe and he hit me in the head. It might have been myself, oh, I was afraid I was becoming someone else. Something in my head, and I don't like it all, so I chose to cut it out, save my soul, yeah, save my soul. Something in my head, and I don't like it all, so I chose to cut it out, save my soul, yeah, save my soul. Merci à Claudine Munot pour cet extrait de son album. Demain, bien sûr, on la retrouve puisque c'est notre artiste de la semaine. Demain, beaucoup d'invités. Nous recevrons Lenny Crabbe, qui est le chanteur du groupe Freaky Age. On recevra également le comédien Laurent Capelluto, qui est à l'affiche depuis quelques jours du film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël. Et puis, on parlera polar avec un auteur de polar belge, Peter Asp, pour Le Carré de la Vengeance. À demain, bonne soirée. Merci.
Musique.